Mon lien avec Der El Médineh et l'IFAO remonte à mon premier séjour en Égypte, mon premier stage dans le cadre de l'IFAO à Der El Médineh, où j'avais été invitée à venir faire un catalogue de statuettes funéraires, d'Ouchepti, et où j'en ai profité pour publier une tombe qui me paraissait particulièrement intéressante, et où ensuite Serge Sonneron, le directeur de l'époque, m'a proposé de faire ma thèse d'État sur le site de Der El Médineh. J'ai été membre scientifique de l'IFAO. Après Dominique, j'avais envie de travailler sur le monde un peu civil et profane. J'avais été envoyée par le directeur de l'époque, Jean Vercouter, à Balat. Et puis ensuite, j'étais allée à Douche. Et Dominique était là. Et elle devait partir ensuite à Der El Médineh. Elle m'a proposé de venir. Et donc, je me suis intéressée à tous les fragments de stèles et de reliefs qui étaient conservés sur place. Donc, j'ai fait l'inventaire et j'ai laissé mon travail à l'IFAO. J'ai eu envie de finalement profiter de cette quiétude et de ce calme. À l'époque, c'était un site qui était assez déserté en fait par l'IFAO. Tout le monde était dans les oasis. C'était assez légitime parce que c'était un monde archéologique parfaitement neuf qu'il fallait découvrir. Mais Der El Médineh avait cette espèce d'ambiance finalement propice à l'étude et à la communion avec la communauté d'hommes et de femmes qui avaient habité là autrefois, et il fallait mieux les faire connaître encore. C'est un site d'une richesse extrême où on a à la fois des vestiges archéologiques, non seulement des tombes, comme c'est souvent le cas en Égypte, mais du village, de plusieurs villages successifs, même sur le même emplacement, et puis des chapelles. C'est un site où un nombre d'objets incroyables a été recueilli, un nombre d'ostracas, c'est-à-dire d'éclats de calcaire ou de tessons inscrits, et de papyrus qui touchaient aussi bien aux institutions qu'à des échanges entre les ouvriers et le travail quotidien. Bref, c'est un site pour lequel on a toutes sortes d'éclairages extrêmement informatifs et donc tout à fait exceptionnels par rapport à des sites pourtant très riches et très emblématiques eux-mêmes en Égypte. Grâce à la documentation écrite qui a été trouvée, aux objets qui ont été mis au jour et aux vestiges que l'on peut encore visiter, tant du village que des tombes, on a vraiment accès à une documentation extrêmement intime, privée avec la société qui a habité dans cet endroit. C'est un site qui fait connaître des familles, qui fait connaître des difficultés, qui fait connaître des deuils, qui fait connaître des amours, qui fait connaître des litiges, et tout ça donne l'impression d'une société dont on s'approche. L'IFAO nous a assez naturellement demandé de faire ce guide dans la mesure où on avait passé beaucoup d'années de notre vie à travailler sur ce site ou en relation avec ce site. Guillemette était plus intéressée par la présentation des tombes. Moi, j'avais fait ma thèse d'État sur les institutions de Der El Médineh. Et je venais d'écrire un article sur les chapelles, donc les répartitions se sont faites assez naturellement. Elle a aussi pris la description du temple ptolémaïque qui ferme le cirque de Der El Médineh. Alors les 7 tombes qui sont décrites dans le guide sont actuellement ouvertes grâce au ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte, qui en a fait restaurer quelques-unes. Les tombes que l'on visite à Der El Médineh sont essentiellement des caveaux, c'est-à-dire l'endroit voûté dans lequel est reposé le défunt dans un sarcophage entouré d'offrandes et d'un mobilier funéraire abondant. C'est à la fois très révélateur dans la mesure où on touche à tout, où on a une foule d'informations, et en même temps il ne faut pas s'imaginer
quand on sait tout sur l'Égypte à partir du site de Deir el-Médineh, parce que les choses ont beaucoup évolué. C'était une communauté assez particulière, des gens assez privilégiés dans la mesure où ils étaient en relation directe avec les hauts fonctionnaires, le vizir, éventuellement même le roi, s'il venait reconnaître l'emplacement de sa future tombe. Ils pouvaient avoir un certain nombre de cadeaux en fonction de leur travail et ils étaient en relation permanente avec les biens les plus précieux du pays, c'est-à-dire la future tombe du roi et son mobilier funéraire. On ne peut pas, disons, extrapoler de ce que la documentation Deir el-Médineh nous apprend sur ce qu'était la société égyptienne dans tous ces villages et dans toutes ces villes. Il est évident que là, on a affaire à une création ex nihilo. Il faut savoir que c'est une communauté qui vit dans un endroit où il n'y a pas d'eau déjà. Donc il faut faire venir l'eau. On est loin du Nil, même si le Nil n'était pas là où il est actuellement. On n'est quand même pas très près des zones irriguées. Donc c'est une société un peu à part. Et puis ce sont des gens quand même qui sont très animés par leur mission de travailler pour la sépulture royale et en même temps pour leur propre sépulture, puisqu'ils se sont quand même construit des caveaux assez admirables. J'ai été très heureuse qu'on nous ait laissé la liberté de parler non seulement des sujets les plus attractifs pour un public très large, mais d'expériences extrêmement intéressantes et qui sont très complémentaires par rapport à ce qu'il est possible de voir sur le site aujourd'hui. Par exemple, les fouilles qu'on a faites il y a une trentaine d'années avec Charles Bonnet sur le village de Deir el-Médineh, pour essayer de comprendre entre la XVIIIe dynastie et l'époque ramesside comment ce village avait évolué. Et si, comme le prétendait Bruyère, le fouilleur du site, on avait sous les yeux l'ensemble de ces structures, ou si on était dans une situation différente. Et on s'est aperçu que le plan avait totalement changé entre la XVIIIe dynastie et l'époque ramesside, et qu'on trouvait à plus d'un mètre sous le sol ramesside, les vestiges de la XVIIIe dynastie avec un plan radicalement différent, par exemple un silo en plein milieu d'un carrefour ramesside. On a décidé avec l'IFAO de faire quelques focus, quelques points un peu plus précis sur des notions, en fait, des conceptions qui sont typiques de la mentalité et du panthéon égyptien, c'est-à-dire le Ba, le Ka, ce sont ces éléments qui sont censés participer à la constitution de ce que nous appelons l'âme, la Ma'at, qui est une conception extrêmement importante dans l'Égypte ancienne, qui est ce qui n'est pas le chaos, ce qui n'est pas le désordre, mais ce qui est l'équilibre, l'équité, la justice, la vérité, le bien, en fait. Une des choses qui m'a toujours particulièrement frappé, et je crois qu'il frappe tout le monde concernant Deir el-Médineh, c'est la proximité que l'on a par rapport justement à la documentation qui est sortie de ce site. Alors, ça se voit en partie quand on visite le site, mais ça se voit aussi dans les musées, ça se voit dans les expositions. C'est un site qui vient nous chercher et qui nous amène au cœur même de l'Égypte ancienne. Il est extrêmement attirant, ce guide. On voit qu'il y a énormément de représentations et de photographies de ce qui est dans les tombes, de ces murs qui sont extrêmement bien conservés, qui montrent une partie du panthéon égyptien, du monde funéraire. Les ruines archéologiques du village sont sûrement le site civil le mieux conservé qu'on puisse voir en Égypte. Et on espère qu'en lisant ou en feuilletant notre livre, les touristes auront envie d'en savoir un peu plus. C'est un guide avec lequel il faut partir pour aller visiter Deir el-Médineh, mais il faut aussi le lire en revenant le soir à l'hôtel, parce que ça vaut vraiment la peine de mieux connaître ce site.